Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous les nouveaux qui se sont abonnés et leur souhaiter la bienvenue, évidemment. J'espère que cette chaîne vous plaira autant que lorsque vous vous êtes abonné. On va tout de suite maintenant faire un petit détour en Tunisie, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu ces derniers jours, mais il s'en passe des choses assez inquiétantes au niveau démocratique. Et je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé un article qui, on va dire, résume un petit peu tout ce qui se passe, avec différentes visions, avec une certaine nuance, et qui est notamment une interview d'une politologue, pardon, une politologue qui est spécialisée dans le Moyen-Orient, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si la Tunisie c'est le Moyen-Orient, mais... et donc, du coup, qui parle de tout ça. J'ai un peu vérifié pour voir si ça avait l'air fiable. Et c'est une professeure d'université qui est souvent invitée, notamment, j'ai vu sur France Culture. Donc, a priori, normalement, en général, ça devrait être tout du moins intéressant. Bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous voyez des choses qui ne coïncident pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Manifestation, coup d'État, que se passe-t-il en Tunisie? Après une journée de manifestations dimanche dans de nombreuses villes du pays, le président tunisien Kais Saied a décidé de démettre de ses fonctions le Premier ministre Hichem Mechichi. Il a également annoncé le gel des activités du Parlement pour 30 jours. Ce qui est vachement inquiétant puisque le Parlement est censé représenter le peuple et pas le président. Hein. Décryptage de cette crise constitutionnelle en pleine pandémie avec Khadija Mohsen Finan, je suis désolé si je le dis mal, politologue spécialiste des conflits politiques dans les pays du Maghreb et auteur de l'ouvrage Tunisie, l'apprentissage de démocratie 2011-2021. Donc ici on a une photo, les forces militaires tunisiennes gardent la zone autour du bâtiment du Parlement dans la capitale Tunis le 26 juillet 2021 à la suite des manifestations en réaction à une décision du président la nuit dernière de suspendre le Parlement et de limoger le Premier ministre. Comment avez-vous vécu ces dernières heures à Tunis? Ah, donc elle vit à Tunis. C'est intéressant. Les événements du 25 juillet ont surpris, même si on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose parce que la pression était très forte ces derniers jours. Il y avait beaucoup d'immobilisme politique. Cela a créé un mécontentement général. Le jour de l'Aïd, on a demandé aux gens d'aller se faire vacciner s'ils le souhaitaient sans rendez-vous. Il y a eu des bousculades, les doses étaient insuffisantes. Cela a mis le feu aux poudres. Dans plusieurs villes, il y a eu des manifestations ce dimanche. Ils ont investi la rue pour demander la dissolution du Parlement. Ils ont demandé le départ du Premier ministre. Donc, effectivement, c'était déjà... Enfin, le fait que le président ait pris le pouvoir comme ça provient d'une crise qui semble être plus profonde, et on va le voir par après, je crois, hein, mais il me semble que le souci est donc une légitimité parlementaire, hein, donc depuis les révolutions qu'il y a eu, et depuis que la Tunisie est devenue un pays démocratique, ils ont formé un parlement, et le truc c'est que c'est un parlement très clivé entre finalement deux partis très différents l'un de l'autre, et donc il y a une partie de la population qui se sent toujours sous-représentée par rapport à l'autre. Hein. Bref, un appel suivi par le président Kais Saied qui s'est arrogé tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Oui, il a réuni un conseil de sécurité qui compte des éléments de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Il s'est appuyé sur ce conseil pour dire que la sécurité des Tunisiens n'avait pas été assurée le jour de l'Aïd quand il y a eu des bousculades pour les vaccins. Il a accusé son premier ministre Hichem Mechichi de ne pas avoir géré la crise sanitaire. Il l'a fait arrêter le soir même et il s'est octroyé les pleins pouvoirs en s'appuyant sur l'article 80 de la Constitution qu'il a interprété à sa guise. Cet article lui donne des pouvoirs exceptionnels quand la sécurité de la nation est en jeu. Et c'est toujours la merde hein, avec ce genre de loi. C'est toujours la même merde. Hein. Y a toujours un article de loi, et je trouve ça toujours d'ailleurs assez étrange que des articles comme ça existent. Je me dis, oui, c'est pour des situations extrêmes, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de faire un article de loi du même acabit, mais où il faut par exemple une majorité parlementaire? Que genre, par exemple ici, dans ce cas-ci, que le président demande au Parlement de se rassembler, j'invente, hein, mais dans la journée, et que le Parlement donne son opinion concernant cette décision de donner tout à coup les pouvoirs au président, ou en Belgique par exemple au Premier ministre.
Et en fait, non, à chaque fois, c'est genre le président qui peut l'invoquer comme ça. Du moment qu'il a l'appui militaire, c'est ok. Et aussi, j'ai un questionnement. Alors, je ne sais pas du tout, parce qu'elle précise pas, mais il a quand même arrêté son premier ministre, Hichem Mechichi. Et pourquoi l'avoir arrêté et emprisonné, en fait? Parce qu'en vrai, il aurait pu juste le démettre de ses fonctions, non? Du coup. Je comprends pas très bien pourquoi l'avoir arrêté. C'est assez, je trouve, étrange comme manière de procéder. Ennahda, principal parti d'opposition, dénonce un coup d'État. Que pensez-vous de l'utilisation de ce terme? Oui, on peut dire que c'est un coup d'État. Kais Saied a joué sur l'irritation des Tunisiens. En Tunisie, ces derniers mois, on avait un cumul entre un exécutif bloqué sur fond de crise sociale et économique et la crise sanitaire qui a été extrêmement mal gérée. Le président a joué sur l'insatisfaction générale de tous les Tunisiens pour se permettre ce qu'en d'autres temps, il ne se serait pas permis de faire. Ce contexte a joué en sa faveur. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'exception où le chef de l'État a les pleins pouvoirs. Mais il n'a pas d'autres alliés que l'armée. Et c'est ça tout le danger, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de dirigeants qui, lorsqu'ils n'avaient que l'armée, ont décidé de balancer l'armée, tirer dans tous les sens dans le pays, pour finalement que tout le monde soit d'accord avec lui. Donc espérons qu'ici, vu que quand même c'est un président qui a été élu de base démocratiquement, espérons que ça ne dérape pas. Depuis la révolution de 2011 et le départ du dictateur Ben Ali, c'est la première fois qu'un acteur semble ne plus respecter les règles du jeu démocratique. Est-ce que ce n'est pas l'héritage du printemps arabe de 2011 qui est en danger aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a des risques de contre-révolution. La révolution de 2011 avait fait naître un pluralisme politique, et malheureusement avec cet événement, on revient à cette Tunisie divisée en deux, avec les modernistes d'un côté et les islamistes de l'autre. On ne sait pas quel genre de violence cela va engendrer. On ne peut pas exclure des affrontements dans la rue. Donc là, en fait, je pense que les modernistes, c'est un peu la gauche, voire extrême gauche, et de l'autre côté, les islamistes, clairement, c'est plutôt au moins la droite conservatrice, voire l'extrême droite, puisque dans ce cas-ci, on parle carrément des islamistes. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le nom du parti, ou si vraiment on parle de islamistes dans le sens de radicaux, mais c'est vrai que du coup, c'est très compliqué de s'entendre, et surtout, c'est ça, moi je trouve, le grand danger dans la politique, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins, ou dans des pays même ailleurs dans le monde. C'est que effectivement, ici, plus le clivage est grand, et plus en fait, ça avantagera, je vais le dire comme ça, mais c'est deux parties, d'accord? C'est deux côtés en fait du spectre politique. Parce que alors du coup, en fait, les islamistes vont pouvoir rester au pouvoir tant qu'ils vont convaincre que le problème sont bien les modernistes, et inversement. Et donc, je vais dire dans un sens plus large, c'est aussi un peu le but finalement de cette chaîne, c'est de montrer que c'est bien le clivage qui est probablement la plus grande menace, parce que en fait le clivage amène à la haine quand il est exploité de manière politique. Et alors que pourtant, justement, c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on peut tout à fait être en désaccord, il y a plein de gens avec lesquels je suis en désaccord dans les commentaires, et pourtant, on peut tout à fait se respecter et avoir une discussion calme et aussi se mettre d'accord justement sur, par contre, des principes fondamentaux comme la démocratie, le vote, dans le sens, quand je dis le vote, dans le sens où les principes de majorité, minorité, de consensus, etc. Bref, donc j'ai envie de dire souvent, quel que soit, je trouve même le pays, c'est souvent ce que tentent de faire oublier les politiciens qui veulent essayer de tirer profit de la situation, c'est de montrer qu'il y a moyen de trouver en fait des consensus et de trouver des compromis. Ils font tout pour croire que c'est les gentils contre les méchants, quoi, de rendre le système manichéen. Dans ce pays de 12 millions d'habitants, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 18 000 morts. Est-ce que la crise sanitaire pourrait s'améliorer dans les prochains jours? Effectivement, la crise sanitaire, c'est la priorité. Le président Kais Saied a promis 5 millions de vaccinés à la fin du mois d'août. Il a confié la vaccination à l'armée, cela devrait donc aller plus vite. Mais je crois que c'est insuffisant et que le chef de l'État devra annoncer un calendrier électoral pour des élections législatives anticipées. Il est obligé de dire ce qu'il va faire de ce gel du Parlement. Et pour le moment, j'ai pas eu d'autres infos, donc je ne sais pas du tout pour le moment comment ça évolue.
Mais je compte suivre ça relativement, entre guillemets, de près, parce que je trouve que c'est quand même vachement intéressant et que c'est surtout pas anodin, et que ce serait vraiment profondément triste que ça redevienne une dictature. Maintenant, à voir justement si c'est possible. Si c'est possible. Bref, c'était juste un petit peu pour s'informer sur la Tunisie. On va passer à d'autres actus tout aussi importantes. Euh, du coup, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à la partager, à la liker. Et on se dit à tout de suite pour d'autres actualités. Voilà, la bite.